Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo inspirée d'un live de WatchCharge. Il s'agit de classer les collections de montres Rolex, de celles que je déteste à celles que je préfère. Je trouve l'idée de faire ce type de classement plutôt sympa. Du coup, on va commencer par Rolex et si le concept vous plaît, eh ben, on suivra avec d'autres marques. Je vous explique rapidement le principe. On juge une collection et pas un modèle, donc c'est l'intégralité de la collection que je vais juger et je vais vous donner mon ressenti. Évidemment, je ne possède pas une montre de chaque collection, du coup pour certaines, c'est purement un avis basé sur l'image ou sur un essai boutique. Tout d'abord, le modèle que j'aime le moins, c'est la Lady Datejust. Déjà parce que c'est une montre de femme, évidemment. Mais si on met ça de côté, c'est également parce que le sertissage avec les métaux précieux, je trouve que c'est too much, surtout pour une marque comme Rolex. Ça fait longtemps que je ne considère plus cette marque comme une marque de luxe à proprement parler. Et du coup, cette Lady Datejust, je la trouve pas faux folle. Ensuite, le second modèle dont je ne suis pas spécialement fan, c'est la Rolex Explorer. Je sais que beaucoup vont la classer parmi leur modèle préféré, mais moi je trouve que cette Rolex Explorer, elle manque de saveur. Je la trouve relativement fade. Rolex a innové cette année en apportant du biton, hein, comme sur la photo qu'ils mettent en valeur sur leur site, et je la trouve encore plus dégueulasse dans ses teintes. D'ailleurs, Rolex l'a décliné en plusieurs tailles, hein, en 36, en 40, mais dans les deux cas, c'est pas une montre qui m'émoustille plus que ça, peut-être parce que c'est également une montre qu'on croise relativement souvent et du coup je m'en suis lassé. Ensuite, il y a l'Oyster Perpetual, cette montre mythique de Rolex. Alors ces OP, clairement, elles me chatouillent pas trop, quelles que soient les déclinaisons, hein, d'ailleurs, que ce soit les déclinaisons colorées, les déclinaisons farfelues, ces modèles Biton, modèle uni, je trouve que c'est une pièce qui est trop fade. En plus, l'Oyster, c'est pas un bracelet que j'associe particulièrement à ce type de montre. Je pense qu'une OP, ça pourrait matcher mieux, peut-être sur un président ou voire même sur un jubilé, mais en tout cas sur l'Oyster, c'est pas ma combinaison préférée, les amis. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre classement, je serais curieux de le savoir. Dans tous les cas, là on est sur une montre qui est, on va dire, un des best-sellers de la marque. On n'est pas sur un modèle pro, c'est un modèle plutôt casual. C'est vrai que ça peut vous accompagner tout au long de la journée. Malheureusement, on a trop de montres qui ressemblent à cette OP et du coup, je trouve qu'elle est lissée dans le tableau horloger actuel. Je continue ce classement de mes Rolex préférés, de la pire vers la meilleure, hein, donc restez bien jusqu'à la fin, avec la Dipsy. La Dipsy, c'est clairement une montre pro. Malheureusement, c'est une montre qui est beaucoup trop volumineuse. Alors oui, elle a des caractéristiques techniques et professionnelles qui sont folles, mais je trouve que Rolex a fait des choix un peu particuliers, on va dire, un peu comme l'a fait Tudor d'ailleurs avec une déclinaison full gold. Cette déclinaison full gold, moi, elle me touche pas du tout. Je pars du principe que quand on est sur une montre professionnelle, en plus une montre à record, hein, puisque c'est clairement le but de Rolex sur cette Dipsy, on doit avoir quelque chose de relativement robuste, quelque chose qu'on n'a pas peur de binger. Là, le gars qui va oser plonger avec cette montre-là, qui va lui mettre un coup de rocher, à mon avis, le mec, il va pleurer. Bon, à part le côté esthétique, en plus, on est sur quelque chose qui est capable de caler des portes, hein, parce que c'est relativement épais. Sur le poignet, ça a une grosse présence. Ça me gêne pas sur d'autres types de montres, mais sur une Rolex, je suis plus sensible à ce détail, et ça me gêne quelque peu. J'enchaîne avec la Rolex Day Date, Graal, hein, pour de nombreuses personnes, surtout sur les déclinaisons olive. Moi, cette montre, j'ai un peu de mal, et c'est uniquement à cause des chiffres romains et de cette lunette cannelée que je trouve trop large. Alors encore une fois, cette montre, c'est une combinaison d'autres modèles, j'ai l'impression. J'adore le bracelet, par contre, je trouve que ça ne matche pas forcément avec ce modèle. J'en suis pas particulièrement fan et surtout pas dans ces déclinaisons rose gold. En plus, le cyclope sur cette montre, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il foutait là en vrai. Je pense que la même montre sans le cyclope, elle a un autre cachet. D'ailleurs, un petit peu comme la GMT Master, hein, sur la mienne, j'ai carrément fait sauter le cyclope parce que je trouve que ça matchait pas avec, le modèle. Donc la D-Date, référence convoitée par de nombreux collectionneurs et passionnés, mais pas pour moi. Je continue avec la 1908, montre qui a été annoncée il y a 2 ans, je crois maintenant, qui remplace les collections Cellini, notamment sur ce segment de la montre casual chic. Je suis pas du tout attiré par ce type de montre. Je dois reconnaître cette année que la montre
qui est présenté là sur le site de Rolex, platine avec ce cadran bleu glacier mat touché. Par contre, je trouve qu'il y a une incohérence totale entre le prix et le modèle. Alors vous allez me dire pour Rolex c'est valable pour toutes les montres, je suis d'accord, mais encore plus sur ce modèle. C'est une montre qui fait 39, donc quand même assez grand diamètre pour une montre casual chic. Le guillochage, on sait d'ores et déjà que c'est un guillochage machine qui doit pas être beaucoup supérieur à celui d'une Citizen Tsuyosa Small Second, les amis. Donc non, sur ce modèle, pas de vibe. J'ai pu voir le modèle noir et franchement, il m'a laissé sans voix, modèle noir sans le guillochage, hein, bien sûr, je précise. Et non, ça m'a pas titillé plus que ça, les copains. Je continue avec la Rolex Sky Dweller, montre à complication. C'est une montre vitrine un peu pour Rolex, j'ai envie de dire, puisque c'est la seule montre avec une vraie complication. Malheureusement, cette complication apporte son lot de défauts, à savoir l'épaisseur de la montre qui est rédhibitoire pour moi sur ce type de montre casual chic. Rolex la décline en acier, en or rose. Bref, on a plein de déclinaisons de la Sky Dweller. Je dois dire que ça matche pas. J'adore le système de lunettes qui permet de shifter. Par contre, ça s'arrête là encore une fois, un peu comme pour la Day-Date. Je trouve que la lunette est un petit peu trop large, mais je dois reconnaître que j'adore ce bracelet. Je trouve que c'est une pure réussite. C'est probablement le meilleur bracelet de chez Rolex. En tout cas, sur mon poignet, c'est le ressenti que j'en ai. Si Rolex arrivait à faire cette Sky Dweller dans une épaisseur contenue autour des 12 mm, je pense que ça changerait radicalement mon avis sur cette montre, puisque là je la placerais largement au-dessus. Malheureusement là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. On revient sur les plongées avec la Sea Dweller. La Sea Dweller, j'ai beaucoup de mal à comprendre le positionnement de cette montre, tant tarifaire que au niveau des gammes. On est entre une Deep Sea et une Sub, et ça apporte pas grand chose par rapport à la Sub, si ce n'est quelques mètres de plus. Mais bon, comme on plonge pas vraiment avec ces Rolex, de toute façon, c'est pas un souci. La Sea Dweller, c'est pas une belle référence, je trouve. Je préfère largement les Sea Dweller vintage, hein, qu'on avait dans les années 90. Déjà parce qu'elles n'avaient pas ce cyclope dégueulasse, et aussi parce qu'elles étaient dans des dimensions légèrement plus contenues. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu en les essayant. Ici, le modèle qui est mis en valeur par Rolex, c'est un modèle Biton. Je trouve que c'est un match pas du tout avec la montre, avec l'esprit de la montre, un petit peu comme la Deep Sea Full Gold. Je trouve qu'il y a une incohérence totale. Alors oui, c'est pour faire plaisir aux Instagrammeurs et autres Dubaïotes gavés d'oseille, mais ça va pas le faire pour la majorité des consommateurs, je pense. Je continue sur les plongeuses avec la Sub, modèle mythique pour beaucoup de personnes. J'ai la chance d'en posséder deux, une 16610 et une 5513. Les modèles céramiques, il me titille rien du tout, ça me hérisse même pas le poil cette affaire. Je trouve que ce qui manque radicalement sur cette montre, ça va être de vivre avec son porteur. C'est le problème des céramiques. Les nouvelles références apportent pas grand chose par rapport aux modèles vintage qui ont largement plus de cachet, je trouve. Là on va avoir 41 mm de diamètre à la place de 40, on va avoir à peu près la même shape. En plus le problème c'est que c'est toujours ce bracelet Oyster que moi je n'aime pas du tout. Donc la Sub, Graal pour de nombreuses personnes, moi elle ne me fait rien. Cela dit, la version No Date séduirait et se distinguera des GMT Master par justement l'absence du quantième, mais le problème récurrent sur les plongeuses de Rolex, et je sais je me fais insulter quand je dis ça, c'est que pour moi, en condition de plongée, elles ne sont pas lisibles ces montres. Les aiguilles sont trop fines, les couleurs sont monochromes, ça se démarque pas spécialement bien du cadran. Prenez une ZRC par exemple, on va avoir des grosses aiguilles, ou prenez une PAM où les aiguilles sont aussi plus visibles. Bref, c'est pas réellement une montre que je prendrais pour plonger. Je continue avec la Yacht Master. Je vous en avais présenté une déclinaison bleue et j'adore ce modèle. Le souci de la Yacht Master que je vous ai présenté, les amis, c'est que c'est un aimant à rayures parce que tout était poly-miroir. Mais Rolex a eu la bonne idée de faire un modèle intégralement en titane et là, du coup, je ne peux que valider. Déjà, je trouve que le look de la lunette relief en 3D fonctionne super bien sur une base Sub, clairement. Après, je trouve que cette montre se démarque des
d'innombrables submarineurs qu'on croise à longueur de journée sur le poignet d'un peu tout le monde. Là, on est sur quelque chose que je trouve de plus raffiné et de plus sportif à la fois, de plus exclusif aussi. Bref, j'adore la Yachtmaster. Le seul regret que j'ai sur la Yachtmaster, c'est son étanchéité qui est un peu trop limitée. J'aimerais bien qu'il y ait c'est la même étanchéité que sur les modèles pro plongeuses de chez Rolex. Ce modèle est décliné en différentes tailles, en différents matériaux. Je regrette que les modèles 40 soient que dans des matériaux, on va dire, précieux. Le modèle acier, à ma connaissance, n'est dispo que sur des 42 mm, et ça, c'est un petit peu décevant également. On continue avec la GMT Master 2, évolution de la GMT Master, évolution de la C75. Évidemment, ça c'est la montre à tout faire. La montre passe partout. Vous pouvez plonger avec, vous pouvez voyager avec. La lunette sur les modèles vintage patinait relativement bien. Une petite touche de couleur sur le cadran, juste ce qu'il faut. Ici, le quantième et le cyclope sont justifiés puisqu'on est sur une montre de voyage, une traveleuse. Donc ça, je valide. Ce qui me déçoit encore un peu sur la GMT Master, c'est toujours ce fichu Oyster que je n'aime pas spécialement. Les références céramiques, je les aime pas beaucoup plus parce que la montre ne va pas évoluer avec son porteur. La Sprite qui a la couronne à gauche, c'était une petite fantaisie qui n'était pas pour me déplaire. Malheureusement, le thème Sprite me plaît pas des masses, plus la céramique. Bon bah voilà, c'était rédhibitoire. Mais je trouve que c'est clairement le modèle d'entrée chez Rolex. Beaucoup vous citeront la Submariner, mais je trouve que cette GMT Master 2, est beaucoup plus polyvalente. On reste sur la même base de boîte, la même épaisseur, les mêmes longueurs, le même diamètre. Bref, on est ici sur une Tool Watch, je vais la qualifier ainsi, puisque c'est une montre qu'on peut porter pour toutes les occasions. Ensuite, la DJI, évidemment. La DJI, il y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts, pour quelqu'un qui cherche une montre chic ou une montre casual dans certaines déclinaisons. À titre perso, je préfère les modèles vintage type 1601, 1603. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'ils appellent Sigma Dial, donc index, aiguille en or et lunettes en or. Évidemment, le jubilé, c'est ce qui fait toute cette montre. Moi, quand je vois une DJI sur un Oyster, mais j'ai envie de vomir. Là, sur le jubilé, c'est une montre qui est ultra agréable à porter. Le bracelet pousse parfaitement le poignet. En plus, il y a toutes les tailles, tous les coloris. Là, pour le coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Un petit peu comme pour la D-Date, le quantième peut être de trop, surtout le cyclope. Heureusement les amis, ça se fait sauter, hein, ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez faire sauter le cyclope, soit vous le faites vous-même avec un petit cutter, soit vous faites un swap du cristal en boutique, il n'y a aucun souci. Conservez le cristal d'origine évidemment, hein, pour les puristes et aficionados de la revente. Bon, la DJI montre passe partout. Pour quelqu'un qui veut pas trop le côté sportif et pro de chez Rolex, c'est le modèle à posséder. En numéro 2 de mon classement, il y a bien sûr le Cosmographe Daytona. Vous le savez, je suis fan de chrono, j'en possède plusieurs. Le Daytona, plein de déclinaisons, de matériaux, de coloris, de cadrans, certi, pas certi. Je suis un petit peu moins fan des versions récentes puisque les sous-cadrans ont été retouchés et je les trouve moins harmonieux au sein du cadran. Par contre, sur toutes les Dato Zenith, hein, les références 5 chiffres, je trouve que ce sont de très belles montres, notamment les références Biton hors acier qu'on trouve pas très cher par rapport aux modèles plus récents et qui ont beaucoup plus de cachet, je trouve. C'est le chronographe sportif par excellence, peut-être le chronographe le plus connu au monde. Dans tous les cas, la concurrence est rude, mais ce modèle se démarque par plusieurs choses. Un, l'absence de date. Deux, sa finesse. On est sur une montre qui fait 12 mm d'épaisseur pour un chronographe. Il n'y en a pas tant que ça exclut déjà toutes les bases 77-50. Ensuite, quand on va rentrer dans des montres un petit peu plus premium, type Gérard Perregaux ou bien Bulgari, on va avoir des chronos similaires avec des épaisseurs sous les 12 mm, ce qui apporte à la fois en confort et en élégance. Donc le Cosmographe, évidemment, était forcément sur le podium. Et tout en haut du podium, je vais mettre la Air King, modèle que je possède, la nouvelle version, attention, c'est principalement celle-là qui me séduit pour plein de raisons. Déjà, on est sur une base d'Explo, donc une montre vraiment qui fit bien, qui passe partout, mais à la différence de l'Explo que je trouvais fade tout à l'heure, ici on va avoir des chiffres sur le cadran, on va avoir du vert, du jaune, des couleurs qu'on croise rarement sur les dials, encore moins chez Rolex, et je dois avouer que le fait que cette nouvelle version 116-900 je crois de mémoire soit plus fine que la précédente, ça change radicalement le porté de la montre. Le visuel également, ici on va retrouver un épaulement au niveau de la couronne qu'on n'avait pas avant, c'est ce qui va
conforter aussi ce côté professionnel. Au poignet, elle pose super bien. Je vais bientôt vous la présenter, les amis. C'est à l'heure actuelle la Rolex que je porte le plus. D'ailleurs, c'est la seule Rolex que je porte actuellement parce que c'est la seule qui me marre et surtout que je ne croise jamais. Personne ne l'a cette Air King parce que personne ne l'aime, sauf moi. Donc voilà. Donc voilà les amis, mon petit classement de ces collections Rolex touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à me mettre en commentaire votre classement, ce sera l'occasion d'échanger et de débattre. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!